Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Cette émission est préparée par Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard, réalisée par Vivian Lecuivre. À la technique, c'est Dalia. Neuf jours après l'attaque du Hamas sur Israël, nous tâchons cette semaine de suivre l'onde de choc qu'elle a provoquée à plusieurs échelles. Nous parlerons demain des territoires palestiniens, pas seulement de Gaza, en Cisjordanie aussi. Mercredi du Moyen-Orient, rattrapé par la question palestinienne qu'il avait comme oubliée. Jeudi des États-Unis, l'avenir de leur alliance avec l'État hébreu. Aujourd'hui en Israël, qui appelle à l'union nationale. Peuple d'Israël. Ce soir, nous avons créé un gouvernement national d'urgence. Israël est uni, et ce soir, ses dirigeants le sont aussi. Nous nous battons avec toutes nos forces, sur tous les fronts. Tout membre du Hamas est un homme mort. Être ensemble, épaule contre épaule, est un message fort envoyé à nos ennemis. Et plus important encore, c'est un message à tous les citoyens d'Israël. Nous sommes unis, nous sommes tous des soldats. Et je dis ici à tout le monde que nous effacerons de la surface de la terre cette chose appelée Hamas. L'État islamique de Gaza cessera d'exister. Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant, ministre de la Défense, et entre les deux, Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major des armées, a rejoint la semaine dernière le gouvernement d'unité nationale, l'union des forces pour conduire ensemble la riposte au Hamas après l'attaque du 7 octobre et les longues heures de massacres commis porte après porte et arrêt de bus après arrêt de bus à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. Sur les 1400 Israéliens tués en quelques jours, la majorité sont des civils. On ne sait pas à cette heure si un cessez-le-feu temporaire a bien été conclu avec l'Égypte pour permettre l'évacuation de certains habitants de la bande de Gaza. Des diplomates égyptiens l'affirment, mais Benyamin Netanyahou le nie. Et Israël continue d'ailleurs à masser des troupes devant l'enclave. L'offensive terrestre semble imminente. En début d'année encore, Israël était plus que jamais divisé entre religieux et laïcs, israéliens, juifs et palestiniens. La réforme de la justice voulue par le Premier ministre avait même attiré dans les immenses cortèges de manifestants des associations de réservistes censés servir l'armée jusqu'à leurs 40 ans. L'attaque du Hamas, notre 11 septembre, comme l'appellent déjà les Israéliens, a-t-elle effacé ces oppositions ? Tous les membres du cabinet d'union ont-ils une même vision de ce que doit être la riposte israélienne ? Certains tentent-ils de convaincre Benyamin Netanyahou que les frappes doivent être ultra ciblées et la population gazaoui épargnée, de retarder peut-être l'attaque pour que les civils puissent partir. Dans la presse et dans l'opinion, comment évolue le débat sur la responsabilité des dirigeants israéliens et surtout de Benyamin Netanyahou. Bonjour Alain Dikoff. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Nous devions être en direct de Jérusalem avec Frédéric Chilot, historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales. Elle vient tout juste de nous faire savoir qu'elle ne pouvait finalement pas assurer cette intervention. La situation en Israël est confuse et nous ne lui en voulons pas. Alors Alain Dikoff, c'est avec vous qu'on va mener cette émission dans un premier temps, rejoint tout à l'heure par Sylvaine Bull. Alors au sein de la coalition, aujourd'hui, au sein du gouvernement israélien, qui pour appeler à peut-être calmer les esprits, qui pour essayer d'empêcher une opération militaire massive sur Gaza, qui pour tenter de convaincre, s'il en était encore possible, de se contenter d'attaques ciblées sur le Hamas. Alors, je commencerai peut-être par dire la nouveauté de la semaine passée, après ce massacre épouvantable et l'effet de sidération évident dans la société israélienne et à travers le monde aussi, c'est que politiquement,
Netanyahou a cherché à élargir en effet sa base politique en intégrant, en fait, en demandant si une partie, seulement une partie il a fait sa proposition à tout le monde, mais il n'y a qu'une partie de l'opposition qui a accepté de rentrer dans le gouvernement d'urgence nationale. C'est le parti qu'on appelle Unité nationale, mais je reviendrai peut-être sur ça un tout petit peu plus tard, qui est un parti qui a 12 députés à la Knesset, et donc ce qui élargit en effet la base politique de Netanyahou. Mais le fait vraiment important, c'est la constitution dans ce gouvernement élargi d'un cabinet de guerre. Ce sont deux choses distinctes. Il y a un gouvernement d'union et un cabinet de guerre. Alors ça fait partie, mais disons à l'intérieur de ce gouvernement élargi en fait, auquel donc ont été intégrés les 12 députés de ce parti Unité nationale, a été constitué donc un cabinet qui est là pour mener la guerre, dont c'est l'objectif. Alors de qui est-il constitué? Parce que c'est ça qui, à mon avis, est intéressant, parce que ça nous donne déjà une idée de l'orientation. Bien évidemment, il est présidé par le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, avec à ses côtés Yoav Gallant, qui est toujours ministre de la Défense, mais qui est aussi l'ancien commandant militaire de la région sud, la région sud en Israël, c'est la région en fait qui englobe Gaza et tout le sud du pays. Donc le pays est divisé en 3 zones, sud, centre et nord. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît bien cette zone. Ça c'est important à dire aussi. Donc Gallant était déjà dans le gouvernement. En revanche, les 2 autres n'y étaient pas. Un troisième y était, mais il a un peu élargi ses fonctions. Celui qui était aussi, n'est pas un militaire, c'est un politique, un ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui s'appelle Ron Dermer, qui fait partie aussi de ce cabinet, qui est membre du Likoud. Et les 2 autres sont de nouvelles adjonctions et en quelque sorte représentent finalement le parti Unité nationale que j'ai évoqué. Leur profil est vraiment très important, je crois. D'un côté, c'est Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée, donc c'est un point évidemment très important pour notre affaire. Alors qualifié de centre droit, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, de la part de celui qui avait dirigé les opérations de l'armée pendant la guerre de 50 jours contre le Hamas en 2014 ? Alors justement, je vais répondre, mais je veux juste terminer sur la composition de ce cabinet. Le dernier, qui a un statut d'observateur, c'est Gadi Eisenkot, qui est lui aussi un ancien chef d'état-major. Donc ça, c'est quand même important de préciser cela, parce que ça montre que c'est vraiment ce groupe, disons, restreint, est vraiment là pour une seule et unique chose, c'est mener l'offensive militaire. Et le fait qu'il y ait 3 militaires, ou anciens militaires en tous les cas, mais qui ont exercé de très hautes responsabilités, est vraiment une indication de cela. Est-ce qu'on peut par exemple préciser que Gadi Eisenkot, c'est lui qui avait théorisé la doctrine d'Aya en 2006, après l'échec de l'opération militaire au Liban en 2006, doctrine qui autorise, voire qui préconise de viser des cibles civiles pour atteindre des cibles militaires. Est-ce qu'il sera là pour dire cela, ou est-ce qu'il est revenu sur cette doctrine entre-temps ? Disons, son idée, c'est plutôt de dire que s'il y a un objectif militaire qui doit être atteint, donc clairement l'élimination de membres de la branche dite militaire du Hamas, et si il y a dans l'environnement immédiat de cette cible des civils, eh ben il faut quand même frapper. C'est ça que ça veut dire. Et c'est lui qui le défend, Benny Gantz, lui, quelle position? Alors c'est difficile de dire exactement quelle est la position de Gantz. Je pense qu'ils vont naviguer, évidemment, comme toujours, entre la volonté d'atteindre des objectifs. Les objectifs, ils ont été réaffirmés dans le petit extrait que vous avez présenté au début, c'est-à-dire éliminer la force militaire du Hamas, et à mon avis certainement, même si ça n'a pas été dit aussi clairement, mais je dirais faire disparaître autant que ce soit possible le pouvoir du Hamas à Gaza, c'est-à-dire que le Gaza ne gère plus cette bande de Gaza.
Dans ce cabinet, alors il y a le cabinet de guerre, il y a le gouvernement, j'ai dit du nom national, mais il y a plusieurs façons de le dire, unité nationale ou cabinet ou gouvernement d'urgence. Est-ce que ce groupe s'est aussi élargi à des voix qui essayent de calmer le jeu ? Alors bon, après les positions des uns et des autres peuvent être variables. Cela dit, bon, grosso modo, l'idée qu'il faut qu'il y ait une riposte, je dirais qu'elle est partagée un peu par la grande majorité de la classe politique et aussi de l'opinion publique en Israël, tout simplement parce que ce qui s'est passé dépasse l'entendement et il faut quand même rappeler que c'est quand même la première fois depuis 75 ans donc depuis la création de l'État d'Israël qu'autant de civils sont tués pendant une période aussi courte. Donc c'est évident que la riposte elle viendra. Alors ce qui peut être intéressant de préciser, c'est que comme je le disais, il n'y a qu'une partie de l'opposition qui a rejoint le gouvernement, donc le parti dit Unité nationale. Mais pas, pour le moment en tous les cas, le chef en titre de l'opposition, qui est Yair Lapid. C'est lui qui a refusé ou finalement les discussions n'ont pas abouti ? Je crois que les discussions n'ont pas vraiment abouti parce que il y avait en particulier la question de la place des ministres d'extrême droite, en particulier le chef de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Voilà, exactement. On dit plus sécurité, on dit sécurité nationale depuis un an. Donc lui, il est en charge de la police israélienne. De la police, absolument. Et donc de l'intérieur. Il n'est pas en charge des territoires occupés, ni de Gaza, ni de quoi que ce soit. Mais bon, en fait, c'est là que Lapid aurait avoir aimé un engagement, en fait, que lui et Smotrich, qui est un peu son acolyte dans le gouvernement, ne puissent pas intervenir du tout. Alors, ils sont pas dans le cabinet restreint, comme je l'ai dit, puisque j'ai pas cité leur nom, mais il faut quand même les tenir au courant, en gros. Il y a une sorte et ça, Lapid n'a pas été, n'était pas d'accord avec ça. Donc, pour le moment, en tous les cas, il n'y est pas. Donc Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale en charge de la police israélienne, Bezalel Smotrich, chef de file de l'extrême droite religieuse, actuel ministre des Finances qui travaille aussi pour le ministère de la Défense, en effet ne fait pas partie de ce cabinet restreint, mais ils sont toujours dans ce gouvernement israélien, donc ils vont continuer à peser quelque peu. Comment se comporte aujourd'hui Itamar Ben-Gvir depuis le 7 octobre ? Lui qui multipliait les provocations depuis son arrivée au gouvernement, il s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, il soutient les groupuscules d'extrême droite qui veulent y construire un 3e temple en lieu et place des lieux saints musulmans. Comment se comporte-t-il depuis le 7 octobre et quelle place lui laisse-t-on au gouvernement ? Pour le moment, ils ont été marginalisés et puis d'ailleurs eux-mêmes se tiennent relativement parce que évidemment leur parole extrémiste ne serait quelque part inaudible, d'autant plus que une grande partie de l'opinion était déjà extrêmement critique de ces personnes et cette critique, elle s'est même élargie en tous les cas dans la presse et dans une partie de l'opinion publique, y compris chez des gens de droite, envers Netanyahou lui-même. Donc, il faut bien voir que ceux qui étaient au gouvernement jusqu'à présent, avant donc l'adjonction des quelques personnes que j'ai évoquées, ces responsables politiques sont extrêmement discrédités. Il y a une vraie colère contre eux. Les rares qui sont sortis dans l'espace public ont été conspués. On leur a jeté des objets, etc. Bon, voilà, et je dirais que la critique envers eux est largement justifiée parce que il y a eu une grande incompétence à l'évidence. Il est ce ministre Itamar Ben-Gvir, il est allé juste après les attaques du 7 octobre dans les villes mixtes d'Israël où il est allé dire que des violences entre juifs et arabes pouvaient éclater à nouveau, par exemple à Sderot, ville très durement touchée. Il a demandé au chef de la police israélienne de se préparer à un scénario de gardien des murs 2 en référence aux émeutes intercommunautaires d'il y a 2 ans. Les responsables politiques ont réagi assez vivement. Le ministre de la diaspora, par exemple, a rappelé que la population arabe d'Israël
palestinienne d'Israël avait fait preuve de solidarité et de responsabilité. On parlera plus précisément des Palestiniens d'Israël à la fin de cette émission avec Sylvaine Bull qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Sylvaine Bull, vous êtes sociologue du politique, chercheuse à l'EHESS, spécialiste de la démocratie israélienne et des relations intercommunautaires. Le fait qu'aujourd'hui, quand même, ces ministres d'extrême droite, dont Itamar Ben-Gvir, soient critiqués par ceux au sein du gouvernement israélien qui les accusent de mettre de l'huile sur le feu. Est-ce qu'il faut y voir une volonté de mise à l'écart des plus bellicistes du gouvernement, une volonté de ne pas envenimer les choses, ou ce serait trop optimiste que de le voir comme ça ? Oui, en tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, c'est ce qui ressort clairement dans l'opinion israélienne, avec tous les entretiens que nous avons, des proches, etc. La droite et l'extrême droite religieuse sont absolument discréditées parce que, je ne sais pas si ça a été dit, ce qui est aussi plausible et visible, et ça nous le disons quand même depuis 2 ans, c'est la faillite des services de l'État depuis la dernière élection. Faillite des services de l'État à tous les niveaux. La sécurité, je ne sais pas si ça a été dit, il y a eu quand même une série de limogeages dans l'armée et dans la police, notamment dans les villes mixtes, qui ont entraîné une déconfiture. On parle aussi beaucoup, ça revient beaucoup dans l'opinion publique, de l'incompétence de l'extrême droite, mais du coup qui irrigue, qui se dissémine dans tout le gouvernement. Incompétence alliée au pot de vin, à la corruption, avec cette alliance qui est absolument inextricable, où tout le monde est redevable de tout le monde. Tout le monde est lié avec tout le monde, de l'extrême droite à la droite, aux sionistes religieux. Mais ces dissensions-là qui se sont fait ressentir d'ailleurs dès le début. Il y a eu l'éditorial du journal de gauche Haaretz a fait une diatribe contre Benjamin Netanyahou et la faillite des services de renseignement dès 2 jours après l'attaque du Hamas, dès le lundi 9 octobre. Ce débat-là, est-ce qu'il existe encore à l'heure où justement on appelle au sein du gouvernement et au-delà dans la société israélienne à une union, une unité ? Alors l'union, la sémantique de l'union, je trouve elle sonne de façon très bizarre quand on connaît les Israéliens, etc. Moi j'entends surtout des appels à la démission. Qui sont y compris à droite. Alors l'union en effet elle est de façade parce que il y a une période de deuil là, il y a une période évidemment de grand traumatisme, mais ensuite évidemment on se pose déjà la question de savoir comment gouverner, avec qui, et ça concerne avant tout Israël, ça concerne pas la partie adverse qui est de savoir avec qui gouverner chez les Palestiniens en cas de processus de paix. Donc oui, bien sûr, la question se pose. Que devient la gauche israélienne et quel discours porte-t-elle en ce moment ? Elle n'était plus présente à la Knesset, de toute façon politiquement en Israël, elle n'a plus de voix tellement Alain Dikoff. Que sont à la fois la gauche mais aussi les pacifistes devenus ? Est-ce que certains témoignent aujourd'hui de leur difficulté à penser d'ailleurs leur lutte désormais ? Est-ce que beaucoup publiquement dans les journaux, sur les plateaux des télévisions et publiquement se disent voilà, moi qui ai défendu la paix jusqu'à présent, à l'épreuve de ce qui nous arrive en Israël, à l'épreuve du 7 octobre, je ne sais plus comment le penser, ça. Ça, c'est évident. C'est évident que cette question se pose alors, c'est vrai, vous avez raison, la gauche en tant que telle, d'un point de vue électoral, elle pèse peu. Bon, même si le parti Yesh Atid de Lapid a récupéré une partie de l'électorat du parti travailliste, mais c'est vrai que le parti travailliste est très faible. Le parti Meretz n'est plus représenté à la Knesset du tout, enfin la dernière Knesset. Donc c'est vrai que en termes de représentativité, tout cela a beaucoup baissé. Mais dans la société civile, ça reste un courant minoritaire, certes, mais quand même assez puissant. Et là, je voudrais quand même dire une chose, parce que elle est à mes yeux absolument centrale et absolument en lien avec votre question. C'est que ces attaques terroristes ont frappé Sderot, qui est plutôt une ville où il y a pas mal de juifs originaires des pays d'islam. Donc une ville assez importante, 20 000 habitants.
Et elles ont aussi, et ces attaques ont aussi frappé, on le sait, on en a beaucoup parlé, les kibboutz, les kibbutzim autour de la bande de Gaza. Or, dans ces kibboutz, vous avez quoi? Vous avez précisément beaucoup les représentants de cette gauche qui était jadis flamboyante, mais qui reste, qui a des points d'ancrage qui restent puissants, en particulier dans ces kibboutz. Juste un chiffre que je voudrais donner, qui concerne le kibbutz Be'eri, qui a été vraiment décimé. Plus de 100 victimes dans ce kibbutz. Qui comptait combien de... Alors, le chiffre exact, je pourrais pas vous le dire de nombre d'habitants. Je dirais à peu près 1000 par là, a priori, hein, mais j'ai pas vérifié le nombre. Mais par contre, j'ai vérifié une chose, c'est pour qui avaient voté les gens de ce kibbutz. Et là, c'est très clair. Vous aviez 35% aux dernières élections qui ont voté pour le Parti travailliste, qui est très peu représenté, qui a 4 ou 5 députés aujourd'hui à la Knesset, 28% pour Yesh Atid, qui est le parti de Yair Lapid, et 16% pour Meretz, qui n'a pas eu de représentants. Donc très peu de votes pour le Likoud, c'est totalement résiduel. Donc ça veut dire qu'en effet, ça me paraît vraiment capital, c'est que ces attaques terroristes, elles ont frappé de plein fouet, en particulier à travers les kibboutz, justement cette gauche qui est beaucoup militée. Vous avez dans ces kibboutz des gens qui, par exemple, s'occupaient parfois du transfert d'enfants de Gaza vers des hôpitaux israéliens pour les soigner, etc. C'est cette population qui a été frappée, alors pas uniquement, comme je l'ai dit, mais qui a été frappée quand même de plein fouet. Sylvaine Bull, est-ce que vous entendez ces voix de gauche aujourd'hui témoigner de leur difficulté à penser leur lutte désormais meurtris qu'ils sont par les attaques du Hamas? Oui, absolument. Du reste, à titre personnel, je connais quand même plusieurs personnes qui sont décédées à Be'eri, des proches, et notamment, ça n'était pas seulement le camp de la paix, c'était les anarchistes contre le mur, les pacifistes, les écologistes qui avaient des relations de voisinage avec les Palestiniens, etc., etc. Et en effet, sur la question qui me paraît centrale des voix de la gauche en Israël, que ce soit la gauche politique ou la gauche intellectuelle, il y a une très grande désorientation là, mais nous aussi d'ailleurs nous sommes désorientés. Désorientation politique, morale et intellectuelle. Moi ce que je ressors là, y compris ce matin dans la presse locale en hébreu, c'est l'appel de Yuval Harari, qui est ce grand chercheur scientifique que tout le monde connaît, qui d'ailleurs a une cousine qui est morte à Be'eri. C'est un appel qui dit au fond, nous la gauche israélienne, nous sommes attristés par le spectacle de la gauche européenne, de la voir si désunie, mais surtout si peu empathique, affirmant aussi peu de soutien, on le sait, à Israël. Et en même temps, la gauche, ça a été fait aussi un petit peu par les membres du Meretz, demande à la gauche européenne d'aider la gauche israélienne, c'est-à-dire d'affirmer un soutien beaucoup plus clair pour que la gauche israélienne ne disparaissent pas du paysage. Mais un soutien à quoi? Un soutien à Israël, certes, mais un soutien à la riposte qui se prépare contre le Hamas. Ça, comment la gauche en parle aujourd'hui en Israël? C'est clairement ce qui est demandé dans la tribune de Harari. Eh bien, je crois que ça a été dit, c'est très ambivalent. Hein. Mais moi, il me semble, y compris au sein de la gauche intellectuelle, académique et politique d'Israël, ce qui prévaut, et ça, je pense que c'est pas assez dit en France, c'est la question politique du Hamas. C'est pas plus vraiment la question morale de savoir s'il faut riposter ou pas riposter, parce qu'on sait que ce sera un désastre. Mais ce qui apparaît beaucoup dans la gauche, notamment dans la presse, c'est de traiter Hamas comme une force militaire armée et de le traiter comme tel. Donc, en effet, de justifier une riposte. Il y a eu en Israël des prises de position fortes. La journaliste Amira Haas, par exemple, correspondante du Haaretz à Gaza depuis des années, je crois depuis 1993, qui a écrit dans ce journal à quelques jours du 7 octobre que en quelques jours, les Israéliens ont vécu ce que les Palestiniens expérimentent de manière routinière depuis des décennies. Je la cite: incursion militaire, mort, cruauté, les corps empilés dans les rues, le fait d'être la cible d'une vengeance, un feu indiscriminé sur les combattants et les civils. Quelle réaction a suscité cet article en Israël? Est-ce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'une telle voix prend la parole, Alain Dikoff, elle est aussitôt décrédibilisée parce que ce ne serait pas le moment?
Alors donc c'est un article qui a été écrit après, c'est ça? Oui, c'est ça, dans le Haaretz cette semaine, par la correspondante à Gaza. Je pourrais pas vous dire quelle réaction cet article en particulier a suscité, mais ce que je peux vous dire, c'est que Amir Haas est un peu coutumière, disons, de prise de position un peu iconoclaste et souvent solitaire, qui ne sont pas relayées par grand monde. Elle vit sur place depuis 30 ans. Oui, elle vit en effet. Oui, elle vit en effet à Ramallah. Mais là, je serais en désaccord sur le point précis, sur le fond. Je suis en désaccord avec ça. Je pense que c'est absolument pas comparable malgré tout. C'est-à-dire que oui, il y a eu des opérations militaires israéliennes dans le passé. Il y en a une qui se prépare. Bon, il y a déjà eu des bombardements. Que ces opérations fassent des victimes civiles, c'est indéniable. Qu'il y ait parfois des civils qui sont touchés beaucoup plus que de raison, tout ça c'est vrai, mais ça n'a rien à voir pour moi avec ce qui s'est passé le 7 et le 8 octobre en termes de violence. C'est une violence délibérée contre des civils qui est totalement indiscriminée, qui est tout simplement barbare. Alors si vous le voulez bien, on va rester sur la description de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la scène politique israélienne, peut-être sans entrer dans ces débats qui pourraient être sans fin, qui sont de toute façon, qui ne seront jamais exhaustifs sur un plateau de radio en 1 heure, et surtout dans Culture Monde. Sylvaine Bull, parmi par exemple les réservistes, on a vu dès le début, quelques heures après l'attaque du Hamas, des files d'attente devant les centres de l'armée. Frédéric Chilot devait nous dire si c'était toujours le cas aujourd'hui en direct de Jérusalem. Elle n'a finalement pas pu participer à la dernière minute à cette discussion. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que représentent tous les volontaires qui se sont présentés devant les centres de l'armée et au-delà pour participer à cette riposte? Oui, alors on ne connaît pas les chiffres, mais en effet c'est spectaculaire. Et puis nous connaissons beaucoup de personnes à Paris, souvent d'ailleurs de la gauche, qui se sont portées volontaires comme réservistes. L'afflux, il est absolument énorme, et ce que ça dit, pour le coup, d'un point de vue là aussi conceptuel et politique, ça dit que la diaspora juive d'Israël et le peuple israélien sont en train de se réunir sur ce point. C'est-à-dire que des réservistes de gauche qui étaient du camp de la paix, qui étaient extrêmement opposés à la politique d'Israël, et nous en connaissons, se déclarent volontaires, sont en train de s'enregistrer sur les vols à Orly, à Roissy, qui sont déjà réservés aux réservistes. Ça n'est jamais arrivé. Et je crois que c'est quelque chose là pour le coup de totalement extrêmement important, cette espèce de réunion de la diaspora et du peuple israélien par la volonté de servir l'armée. En 2002, on était en pleine intifada, une centaine de jeunes réservistes avaient écrit une lettre officielle, une lettre ouverte en disant qu'ils ne participeraient pas au combat en Cisjordanie. Est-ce que ce genre de voix-là, aujourd'hui, s'élève à l'Indikoff? Est-ce que vous avez entendu dans l'armée, parmi les réservistes, des gens pour dire « je ne veux pas y aller, il faut qu'on trouve une autre solution » ? Non, je dis pas qu'elles n'existent pas, mais elles doivent être ultra minoritaires. Non, ce qui est frappant, c'est en effet ce que Sylvaine vient de dire, c'est en effet la mobilisation transnationale, pas seulement d'Israël, mais transnationale. Aux États-Unis, des gens qui reviennent de Los Angeles, de New York, de Londres, de Paris, enfin un peu partout où la diaspora. Alors à la fois une double diaspora en fait, mais surtout la diaspora israélienne en fait. En fait, les Israéliens qui sont à l'étranger, mais il faut savoir qu'il y en a énormément, surtout aux États-Unis. C'est eux qui rentrent parce que ils avaient fait leur service militaire il y a X années et maintenant ils ont été versés dans la réserve et ils viennent dans cette situation de crise. Non, là je crois que là c'est très clair. Il y a et le fait tout ce qui a été tout à fait brutal comme changement, mais qui est tout à fait compréhensible, encore une fois, dans le contexte, c'est que on a beaucoup parlé de division en Israël depuis le mois de janvier dernier, avec les manifestations très importantes contre la réforme de la justice. Mais évidemment, face à ce qui apparaît à l'écrasante majorité, et je dirais presque la totalité des Juifs en Israël, en tous les cas, comme une menace quasiment existentielle, en fait, c'est ça. Eh bien, évidemment, tout le reste est balayé.
Le temps, évidemment, des comptes viendra. C'est-à-dire que on demandera des comptes aux responsables politiques qui étaient en place jusqu'à la constitution, en tous les cas, de ce gouvernement d'unité d'urgence nationale. On demandera des comptes à Netanyahou, à tous ces ministres qui ont été nommés et qui n'ont pensé qu'à attiser les braises, indéniablement. Mais c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Donc chaque chose en son temps. Catherine Dutu, dans sa revue de presse internationale la semaine dernière, nous expliquait par exemple que le chef de file de Frères et Sœurs d'Armes, un groupe de réservistes qu'on a beaucoup entendu dans les manifestations, les cortèges contre la réforme de la justice voulue par Benyamin Netanyahou, contre le musellement de la Cour suprême, le chef de file de cette organisation utilise désormais son jet privé depuis l'Italie, depuis la Grèce, pour conduire en Israël des Israéliens qui veulent partir combattre. Ce qui est intéressant dans la question, le positionnement des réservistes, Sylvain Bull, c'est que c'était eux, lors de la guerre du Kippour que vous expliquiez tout à l'heure, qui avaient eu la peau, entre guillemets, de la première ministre de l'époque, Golda Meir, qui avait demandé sa démission, qu'il avait obtenue pour des raisons de faille dans les services de sécurité et de renseignement. Oui, mais à nouveau, c'est encore là. Ce massacre, parce qu'il faut appeler ça un massacre, est plein de leçons d'enseignement des plus paradoxaux. Ce sont les plus antimilitaires, les réservistes, les plus opposés historiquement à un État guerrier qui se retrouve en première ligne. Et sur les réfusniks, je voudrais dire, enfin donc ceux qui refusent de servir. Alors, comme Alain le disait, voilà, mais moi, je n'ai pas vu moi de voix réfusniks qui maintenaient leur refus de servir. Par contre, beaucoup de réfusniks a dit nous y allons aller au front, mais nous y allons pour une durée extrêmement limitée. Et nous demandons conjointement la démission de Netanyahou. C'est vraiment ce qui ressort de la part d'ailleurs de beaucoup de réservistes du camp de la paix. Alors pardon, parce que vous parlez des réfusniks qui sont donc aussi ceux qu'on appelle les mésarvot, les déserteurs. Il y en a une vingtaine par an. On avait consacré une émission à cette question l'année dernière dans Culture Monde. Certains sont emprisonnés à la prison militaire d'Atlit dans le nord. C'est sacré, le service militaire en Israël. L'Union nationale justement est aussi basée là-dessus. Vous voulez dire que même parmi les réfusniks, on a entendu certains dire « j'y vais ». Là, ces derniers jours. En tout cas, sur les messages personnels de certains, c'est ce qui semble ressortir, oui. Mais sans aucun blanc-seing donné à l'armée, évidemment. Mais en disant quoi, on y va contre le Hamas, ou est-ce qu'ils ont conscience que tout ça ne pourra se faire aussi qu'au détriment d'une partie de la population civile de Gaza ? Mais comme ça a été dit aussi par Alain, je crois que le point de vue, enfin, je le redis, le point de vue moral en Israël n'est pas celui qui est le plus développé, c'est le point de vue politique. C'est la survie de l'État d'Israël qui se joue. Et on ne peut pas demander à Israël d'être plus moral que le Hamas, ou que les Palestiniens, ou qu'une autre nation. C'est ça tout de même qui me semble important de comprendre, y compris chez les réfusniks. La question politique et la survie d'Israël est aujourd'hui au cœur du débat. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, la Cour suprême israélienne a dit qu'il était possible d'exempter quelqu'un pour pacifisme à condition que cette objection de conscience ne soit pas sélective. Sous-entendu que les objecteurs de conscience qui passent devant les tribunaux ad hoc pour désertion, par exemple, n'expliquent pas qu'ils veulent faire valoir leur objection de conscience parce qu'ils sont contre la guerre dans les territoires palestiniens ou contre, en tout cas, une opposition entre Palestiniens et Israéliens. Et cette fois-ci, ça semble donc Alain Dikoff sauter. Je pense que ce qu'il faut essayer de comprendre dans la psyché collective aussi israélienne, c'est que contrairement, alors là c'est vrai, Sylvain a raison, et depuis très longtemps il y a une ligne de fracture en fait entre la gauche en Israël et la gauche européenne en général, même si dans la gauche européenne, et on le voit particulièrement en France, il y a aussi des nuances plus qu'importantes. Mais en fait, en Israël, il y a très peu de pacifistes par principe. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors qu'il y en a beaucoup alors bon, maintenant c'est un peu moins important parce qu'il y a quasiment plus de conscription dans les pays européens. Mais il y a très peu qui s'opposent à la guerre par principe en Israël. Ils peuvent s'opposer à certaines opérations. Par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre du Liban en 1982, peu après, il y a eu un mouvement d'opposition qui est apparu, qui s'appelait Yesh Gvul. Il y a une limite, il y a une frontière, ça veut dire les deux choses en hébreu, et qui était un mouvement, mais ponctuel. Ils étaient contre cette guerre. Ils n'étaient pas contre la guerre en principe. Je pense que c'est vraiment essentiel. Si on n'intègre pas ça, on loupe quelque chose. Le deuxième point très important, et il y a un lien entre les deux. Il faut jamais oublier qu'en Israël,
et c'est pas un mot, une expression comme ça galvaudée, c'est l'armée du peuple. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui se battent. C'est l'armée, si vous voulez, un petit peu à la Révolution française. C'est les citoyens qui se battent, c'est-à-dire que les jeunes hommes qui font leur service militaire actuellement, qui vont être envoyés au front, qui font pas tout à fait 3 ans de service militaire obligatoire, et les filles un peu moins de 2 ans, sauf les ultra-orthodoxes. Donc l'armée, c'est eux. Ce sont les réservistes, donc tous ceux qui rentrent, qui sont en Israël, qui sont rappelés, qui sont à l'extérieur, qui sont rappelés. Qui doivent servir jusqu'à 40 ans, c'est ça ? À peu près jusqu'à 40 ans, et même parfois un peu plus dans les unités de combat. Et enfin, c'est les militaires professionnels. Voilà, eux, c'est leur boulot, ils sont militaires, c'est leur boulot pendant 25 ou 30 ans. Donc, mais le cœur, c'est quand même les conscrits et ceux qui sont réservistes. Donc en ce sens-là, c'est vraiment l'armée du peuple. Donc ils ont vraiment le sentiment de défendre leur État quand ils vont à la guerre. Et je veux dire, ça, il faut vraiment le comprendre. Sinon, il y a des choses qui échappent. Je disais tout à l'heure que le service militaire en Israël, c'était la base de l'union nationale. C'est un abus de langage parce que beaucoup en sont exclus par ailleurs. Ce sont les Palestiniens d'Israël. Ce sont aussi, mais avec beaucoup de débats, les ultra-religieux. Et aujourd'hui, ils ont plutôt pris beaucoup de place dans l'armée israélienne, si je ne dis pas de bêtises. Sylvaine Bull, vous vouliez réagir ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il faut d'abord comprendre qu'un réfugié ou quelqu'un qui déserte, et dans le moment que nous vivons, n'est pas isolé de son environnement. Il y a une pression familiale qui est énorme. La deuxième chose, c'est que ce qu'on entend beaucoup en Israël actuellement, c'est Tzedek Yehudi, justice juive. Il y a beaucoup de voix qui disent, et d'ailleurs au sein de la gauche, et en effet, Amiras est assez minoritaire, il y a beaucoup d'Israéliens du peuple, qui défendent l'armée du peuple, qui disent, si nous avions eu une armée en 1945, nous n'aurions pas eu la Shoah. C'est quelque chose qui revient très fort en ce moment, donc en Europe, et donc qui consolide le fait qu'il faut vraiment être extrêmement unis autour de l'armée. Pardon d'en venir à des considérations presque politiciennes dans ce contexte-là, mais Benyamin Netanyahou, quel intérêt trouve-t-il à un gouvernement d'union ou un cabinet de guerre ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'ores et déjà qu'en ayant par exemple à ses côtés Benny Gantz ou d'autres anciens chefs d'état-major de l'armée, ça sera plus simple pour lui peut-être de diluer un peu les responsabilités de tout ce qui se passera dans les prochaines heures, Sylvaine Bull ? Visiblement, c'est pas ce qu'il a déclaré hier et ce matin, hein, puisqu'il a une espèce un combat extrêmement froid. Il n'a pas eu un mot pour les victimes, ou si peu. Benny Gantz, oui, enfin, on pense surtout à Gabi Ashkenazi, je pense, qui semble quand même un peu plus modéré, qui est l'ancien commandant du Nord des forces. Mais est-ce qu'un cabinet de guerre plus modéré évitera un deuxième désastre ? Je ne sais pas. Alain Dikoff ? Je pense que Netanyahou n'avait pas le choix. Il était obligé d'abord, c'est vrai qu'il a été assez mutique finalement. Il a évidemment, il s'est insurgé. On a vu ce qu'il a pu dire, mais il a, je pense, assez vite pris conscience que tout cela le fragilisait parce que il avait quand même, il a constitué un gouvernement qui était hyper à l'extrême droite, enfin où l'extrême droite était très puissante. Et comme on a eu l'occasion de le dire, avec des ministres qui en plus sont non seulement extrémistes mais incompétents. Donc il est hyper décrédibilisé. Il est obligé de rebondir, et une des façons de rebondir, c'est d'intégrer des spécialistes des affaires militaires. Voilà, ce qu'il n'est pas, hein. Parce que bon, c'est vrai, il a été dans une unité d'élite, mais tout ça est quand même très très vieux. C'est quand même un civil avant tout. Donc il est obligé sa légitimité, je dirais, elle ne peut être un peu redorée que par les autres, hein, que par ceux qui l'entourent pour le moment. Pas spécialiste des questions militaires, ce que ne sont pas non plus ces deux ministres d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, dont l'armée ne voulait pas parce qu'ils étaient trop suprématistes déjà à l'époque. Alors sur la responsabilité de Benyamin Netanyahou, le débat qui s'est enclenché sur les failles dans des services de renseignement qui savent pourtant chaque matin, paraît-il, ce que les dirigeants du Hamas prennent au petit déjeuner. C'est le journaliste Sylvain Sipel qui l'expliquait récemment, et là on comprend pas comment ils n'ont pas pu donner crédit
crédit notamment à des alertes de journalistes qui ont indiqué ces derniers mois que les militants du Hamas étaient nombreux à sortir s'entraîner régulièrement à moto, qu'ils apprenaient à piloter des ULM. 6 commissions d'enquête il doit y avoir, Sylvaine Bull, sur les faillites des services de renseignement et de l'armée. À quoi ressemblerait-elle et à quoi servirait-elle, puisqu'une telle commission avait été mise en place il y a 50 ans avec la guerre du Kippour en octobre 73, les plus de 3000 morts alors que les services israéliens avaient de nombreux renseignements pour indiquer que l'Égypte était sur le point d'attaquer avec la Syrie. Comment l'État hébreu à l'époque avait fait cas de ses conclusions? À part la démission de la première ministre, quelle réforme de plus grande ampleur, de plus long terme avait été mise en place? Alors, sur la réforme qui a eu lieu après 73, peut-être Alain serait plus à même de répondre. Sur la composition d'une enquête, on ne le sait, mais il semble qu'il faut absolument que le président Yitzhak Herzog reprenne la main sur l'État, définisse les conditions d'enquête, parce que, en effet, l'État d'Israël, après la guerre de Kippour, s'est beaucoup attardé sur la question morale de l'armée, qui est sacrée. On va voir ce que va devenir la charte morale de l'armée. Mais concernant l'enquête, ça va être extrêmement compliqué. Ce que l'on dit jamais, me semble-t-il, c'est qu'il y avait du renseignement à l'intérieur de Gaza. Et on sait qu'il existe, il est très faible, mais il existe. Des indices, entre guillemets. Voilà, il y en a très très peu, mais il y en a encore un tout petit peu. On sait qu'ils ont tous été rapatriés, et on sait où, en Israël, après le désengagement d'Ariel Sharon. Mais il y a du renseignement. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les indicateurs arabes israéliens, palestiniens d'Israël et l'armée pour qu'il y ait eu une telle faillite intérieure? D'autre part, on oublie aussi de dire que les 10 000 permis de travail à juste titre octroyés des Gazaouis pour venir en Israël ont sans doute joué dans la période. Les Gazaouis connaissent très très bien la société israélienne. Ils parlent hébreu pour la vieille génération. Ils viennent donc dans des couloirs de sécurité, mais ils viennent en Israël. Ils ont eu le temps aussi de voir comment ça se passait au sud, etc. Mais sur la commission d'enquête, on ne voit pas encore pour le moment sortir d'informations. C'est trop tôt. C'est trop tôt, ainsi que le débat aussi sur la place qu'a laissé Benyamin Netanyahou au Hamas, qu'il a laissé prendre au Hamas, parce qu'il pensait, dit-on, qu'il était dans l'intérêt d'Israël que le Hamas perdure. Pourquoi, Alain Dikoff? Est-ce que ce débat-là existe aujourd'hui ou de la même façon c'est trop tôt? Non, il n'y a pas de débat actuellement sur ça, mais sur je pense qu'il y a eu... Alors peut-être en effet, il faudra attendre le temps de la commission d'enquête qui viendra, j'en suis convaincu évidemment, comme elle est venue après 73, après la guerre de Kippour, parce qu'il y a un parallèle quand même que je voudrais rapidement dresser. Le parallèle, c'est sur la question de la ligne censée être infranchissable, parce qu'en 73, les Israéliens, enfin en 72, entre 71 et 72, les Israéliens avaient construit le long du canal de Suez une ligne de fortins qui était avec des militaires, qui s'appelait la ligne Bar-Lev, du nom d'un militaire qui l'avait constitué et qui était censé être infranchissable. Le problème, c'est que le 6 octobre 73, les Égyptiens sont parvenus avec leurs troupes avec le génie à traverser le canal et finalement à prendre d'assaut finalement cette ligne infranchissable. C'est un peu la même chose qui s'est quand même passé le 7 et le 8 octobre, c'est-à-dire que ce mur avec des clôtures aussi électroniques, avec un no man's land, etc., avec des miradors, etc., il était censé être imparable. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les gens des kibbutz, a priori, en général, alors ils étaient parfois inquiets, mais en même temps, ils se disaient, ben non, il y a quand même s'ils étaient à 2-3 kilomètres de la frontière, ils pensaient que, en effet, c'était infranchissable. En fait, non, ça a été franchi. Donc là, évidemment, il y a un parallèle entre les deux situations, de 73 et de 2023. Et donc, le parallèle, à mon avis, il se poursuivra aussi, parce que dans les deux cas, il y aura un moment, les responsabilités à la fois militaires et politiques qui seront établies et par une commission d'enquête. Avec une question sur cette barrière de sécurité réputée imprenable qui a été percée la semaine dernière en 80 points du pays, qui avait coûté plus de 8,5 millions d'euros avec des capteurs, des caméras de haute technologie et dont on dit aujourd'hui en Israël que ce n'était qu'un tigre de papier. Sylvaine Bull, ce mur de séparation, c'est une question un peu plus large que je vous pose, ce mur
de séparation, est-ce qu'il existe dans la tête des Israéliens, fussent-ils de gauche, comme vous l'avez expliqué récemment dans un article, puisque les personnes massacrées à la fois dans le kibbutz, mais aussi lors de cette grande fête, ce festival de musique, c'était tout près du mur de séparation. Il y a des fêtes près du mur de séparation. Est-ce que ça veut dire que le mur n'existe pas dans les esprits des Israéliens, même parmi les plus pacifistes? Non, ça, moi je pense qu'on peut absolument pas dire ça. De même qu'on ne peut pas dire que Parce que c'est spécial de faire la fête près de ce mur de séparation sans vouloir... Mais on ne peut pas dire que les 201 jeunes qui ont été massacrés, je crois qu'ils étaient 200, étaient inconscients. Certes, c'était libertaires, d'ailleurs très pacifistes, c'est la frange hippie, libertaire d'Israël, mais ce sont des gens qui font l'armée, qui sont tous très concernés dans l'armée. Donc, bien sûr qu'il y a eu un séparatisme cognitif, moral, social, relationnel avec les Palestiniens. C'est une génération qui ne connaît pas les Palestiniens. Mais dire qu'ils sont inconscients et qu'ils ne connaissent pas le mur, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que ils n'ont pas du tout accès au territoire et inversement. Et que pensent aujourd'hui et comment se positionnent les Palestiniens d'Israël? C'est le sujet que nous voulions aborder avec vous dans cette fin d'émission. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Ils représentent 21% de la population israélienne. Ce sont les descendants des 160 000 Palestiniens qui sont restés sur cette terre en 1948. Comment les Palestiniens d'Israël se placent-ils par rapport à cette union nationale? Sylvaine Bull, vous avez beaucoup travaillé sur les relations intercommunautaires au sein de la démocratie israélienne. Les Palestiniens d'Israël qui siègent à la Knesset d'abord, est-ce qu'ils ont pris la parole depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre? Ils étaient moins qu'avant, là depuis les élections de novembre 2022, mais ils étaient encore là. Oui, alors en ce qui concerne les Palestiniens, de la Knesset, pour le moment, nous n'avons pas eu officiellement de réaction ni de Mansour Abbas ni de Tibi. Alors je crois, parce qu'il apparaît très clairement dans l'opinion publique. Là aussi, nous avons des étudiants palestiniens d'Israël, doctorants, etc. Et ils sont assez le reflet de ce qui se passe pour les Palestiniens d'Israël. Ils sont d'une part effrayés, évidemment ils sont décontenancés, ils ont très peur. Il y a eu un sondage d'opinion qui a été fait qui dit que 80% des Palestiniens d'Israël ne se reconnaissent pas évidemment dans le massacre, mais pour autant on ne connaît pas... C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le Hamas en l'occurrence pour ce... Dans le Hamas c'est sûr, mais dans le massacre commis, ils ne se reconnaissent pas. Ce qu'il faut dire aussi, moi il me semble que c'est extrêmement important juridiquement, la souveraineté d'Israël protège les Palestiniens d'Israël aussi bien que les Juifs. La souveraineté d'Israël, elle s'applique à tout le monde. Les Palestiniens d'Israël sont des victimes du Hamas, puisqu'ils sont dépendants, même s'ils ne se reconnaissent pas totalement, encore que, dans l'État d'Israël. Donc, du point de vue de la position, il y a quelque chose qui est là encore très paradoxal. Les Palestiniens d'Israël voient bien que la situation est effroyable et qu'ils vont en faire les frais. Mais pourtant, plusieurs, c'était en 2021, quand des expulsions ont été menées par la police israélienne ou l'armée israélienne de familles palestiniennes de Jérusalem, par exemple. Des émeutes avaient éclaté à Jérusalem et dans tout le pays. Il y a quand même des oppositions qui sont assez à la fois récurrentes, mais qui sont assez profondes. Ces oppositions-là, vous avez l'impression qu'elles se sont quelque peu réduites ces derniers jours? Ah non, alors les oppositions de fond, non. Qui mais sont de sociales façade, aussi, oui. d'ailleurs. Les Palestiniens, voilà, les Palestiniens d'Israël ne s'expriment pas, tout simplement. Par contre, ce qui est très important, et à nouveau on revient au débat précédent, en 2021, il y a eu des émeutes dans les villes donc dites palestiniennes d'Israël, très importantes, et aussi à Jérusalem, sur lequel on pourra revenir, qui a un autre statut. Mais ces émeutes, elles sont liées au dysfonctionnement de la police nationale. On avait déjà le limogeage du chef de la police de Oum el-Fahoum, un désabandon des postes de police dans les villes palestiniennes. Ça a été dit et redit, les Palestiniens d'Israël ont été obligés de se faire justice eux-mêmes. Et ça, là aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve fortement. Mais en tout cas, opposition
opposition de façade au massacre, on peut revenir sur, en effet, les oppositions de fond entre Israéliens juifs et Israéliens palestiniens. C'est un autre domaine. Par exemple, est-ce qu'on sait combien de Palestiniens d'Israël sont aujourd'hui dans l'armée israélienne ? Parce que certes, ils sont exclus du service militaire a priori, mais ils peuvent néanmoins le faire sur une base volontaire. Et par ailleurs, les Palestiniens israéliens de confession chrétienne avaient commencé il y a quelques années à recevoir des convocations pour faire le service. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des Palestiniens dans l'armée israélienne qui seraient susceptibles là de participer à la riposte à Gaza? Alors, il y a un chef de police qui est palestinien d'Israël et il y a des Druzes surtout dans l'armée. Mais les Druzes ont toujours été aux côtés de l'armée israélienne. Mais officiellement, je ne crois pas qu'il y ait de Palestiniens dans l'armée. Par contre, et ça c'est documenté par le ministère de l'Intérieur israélien, le nombre de demandes de permis, de passeports israéliens a augmenté quasiment de 200% depuis 5 ans. Les demandes faites par des Palestiniens. Pas des Palestiniens, soit de Jérusalem, Alain Dikoff, Benny Gantz, qui vient d'être inclus dans ce gouvernement d'urgence dont vous parliez tout à l'heure, il les connaît plutôt bien, les Palestiniens d'Israël, puisqu'il était question à un moment qu'il s'allie en 2022 contre Benyamin Netanyahou. C'était leur ennemi commun. Est-ce qu'aujourd'hui, ils se connaissent suffisamment pour peut-être que leur voix compte auprès de Benny Gantz ? Ça, je ne sais pas. Je pense pas tellement. Je crois que les Palestiniens d'Israël sont en effet dans une situation évidemment compliquée parce qu'ils sont citoyens de l'État d'Israël et en même temps ils sont un peu aux marges de cet État. Évidemment, ça on le sait. Et je dirais leur silence n'est pas surprenant en fait. Alors, le silence, c'est la manifestation de l'entre-deux un petit peu dans lequel il se trouve. À Jérusalem, qui a, disiez-vous, Sylvain Bull, un statut différent. Les Palestiniens sont 300 000. Ils représentent 40% de la population de Jérusalem, alors que c'était 25% en 67, juste après la guerre des 6 jours. Mais il y a une sorte de guerre démographique aussi qui s'est opérée entre Israéliens juifs et Israéliens palestiniens à Jérusalem. Est-ce que certains sont élus à la tête des municipalités aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils pèsent politiquement ? Alors ça, c'est aussi un grand espoir de ce qui va ressortir de ce conflit. Ce sera la 3e élection municipale où il y aura des listes palestiniennes. Le 30 octobre, si les élections sont maintenues. Pour moi, elles ne le sont pas. Elles sont suspendues. Mais nous avons à Jérusalem, donc ce sont les Palestiniens de Jérusalem qui ont un statut particulier, y compris dans ce conflit et dans ce massacre, parce que pour le coup, ils sont totalement dépendants de l'emploi en Israël. Mais nous avons 2 listes démocrates qui devaient se présenter à la municipalité de Jérusalem, comme lors de la mandature précédente. Et ça, c'est quelque chose qui est un très très bon signe de la revitalisation démocratique des Palestiniens de Jérusalem et peut-être d'Israël, parce qu'en l'occurrence, c'est quelqu'un de Haïfa du Nord qui se présente, parce que il faut le rappeler, le mot d'ordre des Palestiniens, c'est de ne pas siéger et donc de pas se présenter en tant qu'élu ou futur élu à la municipalité de Jérusalem, puisque c'est interdit par l'autorité palestinienne et par le cheikh de Jérusalem qui a prononcé une fatwa contre ces 2 listes parce qu'elles osaient défier le mot d'ordre national. Parce qu'il est depuis 1967 coutume de ne pas siéger, de ne pas voter, de ne pas avoir de représentants dans la municipalité de Jérusalem, puisque l'annexion de Jérusalem par Israël n'est pas reconnue par les Palestiniens. Donc siéger, voter ou faire partie d'eux, ça serait évidemment normaliser une situation qui ne peut pas être normalisée. Ce sont des listes laïques ou religieuses, ces 2 listes laïques, ce ne serait pas possible que ce soit des listes religieuses. De toute façon, ça serait, je voulais dire dans ce contexte-là, mais il y a 10 jours, ça aurait été encore possible. Non. De toute façon. Il ne peut pas y avoir de liste religieuse à Jérusalem. Un petit mot pour conclure, Alain Dikoff, un rapport du Bureau central des statistiques, donc israélien, avait été consacré en juin aux écarts entre les niveaux de vie, l'accès à l'emploi, la santé, les services sociaux, entre ménages juifs, comme on dit, les ménages et les ménages palestiniens d'Israël. Alors, il indiquait que 76% des premiers parviennent à couvrir leurs dépenses contre 53% chez les Palestiniens d'Israël. Est-ce qu'il y a eu ces dernières années un souci de mieux répartir les richesses ? Est-ce qu'il y a eu un souci au sein d'Israël, des citoyens d'Israël, qu'ils soient juifs ou arabes, de faire en sorte que ça se passe au mieux, au moins là ?
Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits depuis une vingtaine d'années en termes de politique publique pour les citoyens arabes d'Israël. Alors peut-être pas toujours suffisant, mais on peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'efforts qui ait été fait. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la société palestinienne en Israël est elle-même très diverse en fait. Il y a aussi une vraie classe moyenne. Il y a une vraie classe moyenne en Galilée en particulier qui existe. Nous parlerons demain dans Culture Monde pour le deuxième volet de cette série consacrée à l'onde de choc provoquée par l'attaque du Hamas du 7 octobre. Nous parlerons de la vie dans les territoires palestiniens, Gaza et Cisjordanie. Enfin, la vie pas en général, mais aussi beaucoup la vie aujourd'hui, là depuis 10 jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sylvaine Bull, sociologue du politique, chercheuse à l'EHESS. Vous avez publié une sociologie de Jérusalem aux éditions La Découverte avec Yann Sioldo-Zurcher. Merci beaucoup Alain Dikoff, directeur jusqu'au 30 décembre du Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup à tous les deux et on reste en Israël et à Gaza avec Catherine Dutu pour la revue de presse internationale. France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu. Bonjour Catherine. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Et à la une ce matin, 1 million de personnes sont désormais déplacées à Gaza. La moitié de la population fuit les combats comme elle le peut. L'ONU parle d'une catastrophe humanitaire inédite. Mais c'est une autre catastrophe ce matin à laquelle plusieurs Palestiniens font référence dans le journal suisse Le Temps ou sur le site panarabe Middle East Eye, la Nakba, l'exil forcé de 700 000 Palestiniens, la proclamation de l'État d'Israël en 1948. C'est ça, la vie des Palestiniens, leur destin terrible, se désole Abou Mounir, un Gazaoui interrogé par Le Temps, un homme désormais réfugié dans le centre de l'enclave palestinienne. Il raconte le chaos, la colère, l'inquiétude des gens autour de lui. Les écoles sont bondées, remplies de déplacés, pareil pour les maisons. La situation est catastrophique, dit cet homme d'une voix lasse au journal Le Temps. Les images d'enfants blessés à Gaza, visages ensanglantés, tuméfiés, font ainsi la une de l'agence palestinienne Wafa, du New York Times, du Wall Street Journal, de la BBC dans sa couverture en direct des événements, mais aussi de la chaîne qatari Al Jazeera, avec à chaque fois cet avertissement: les réserves de carburant des hôpitaux de Gaza risquent de s'épuiser dans 24 heures. Gaza privé d'électricité depuis le début du siège total par Israël. Plus de carburant non plus pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux ou pour faire rouler les ambulances ou les voitures des particuliers qui voudraient se faire soigner. Si Israël a repris hier son approvisionnement en eau dans le sud de Gaza, souligne le Jerusalem Post, le New York Times fait entendre de son côté la voix des médecins et des patients des hôpitaux de Kamal Adwan et d'Al-Shifa dans le nord de Gaza. Des médecins qui refusent de partir car il est impossible, disent-ils, de déplacer des bébés en couveuse, des adultes sous respirateur ou sous dialyse. Tout transfert signifie une condamnation à mort, selon un médecin, avec le risque de se faire bombarder. Impossible aussi de continuer à soigner ces patients s'il n'y a plus de générateur d'ici 24 heures. Il n'y a nulle part où aller, confie à la BBC Mariam, une fillette britannique traumatisée. Je tente de m'enfuir, explique la fillette, mais je ne vois que des bombes et des gens qui meurent. J'ai peur de finir comme eux. Une femme interrompt l'interview pour prendre Mariam dans ses bras. Gaza est le théâtre d'une catastrophe humanitaire sans précédent, alerte l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Près de 2750 personnes ont été tuées dans les frappes d'Israël. Et ces images effroyables servent aussi la propagande du Hamas et des ennemis d'Israël. Les civils sont pris au piège des bombardements d'Israël, piégés aussi par la stratégie des terroristes du Hamas qui ordonnent de rester sur place, rappelle le quotidien britannique The Independent. C'est à cause du Hamas qu'1 million de Palestiniens sont aujourd'hui devenus des boucliers humains. Les terroristes islamistes sont qualifiés d'hommes lâches par The Independent pour avoir tué le 7 octobre dernier 1400 Israéliens. Vous en parliez Julie, et avant tout des civils qui se trouvaient à des arrêts de bus par exemple, des juifs traqués jusque dans leur maison. 199 personnes enlevées selon un dernier bilan de l'armée israélienne donné il y a une heure environ par le quotidien Maariv. Des consignes pour les torturer figuraient même sur un livret terroriste. C'est
s'est indigné le président israélien Isaac Herzog dans une interview hier à la chaîne américaine CNN, relayée notamment par le Jerusalem Post et le quotidien Haaretz. Le Hamas et les Iraniens qui le soutiennent voulaient infliger un maximum de souffrance et provoquer un maximum de représailles israéliennes, affirme The Independent. Aujourd'hui, Israël est tombé dans ce piège. Gaza manque d'eau, de carburant, d'électricité, de médicaments. Les hôpitaux sont pleins. La moitié de la population, je le rappelle, est déplacée. Israël, si gravement victime, ne peut se permettre de devenir l'auteur de crimes relevant du droit international, écrit The Independent, et d'abandonner le terrain moral inestimable qu'il détient actuellement. Et face à cette situation intenable pour les Gazaouis, la communauté internationale marche sur un fil diplomatique entre le droit d'Israël de se défendre après l'attaque meurtrière du Hamas et la mise en garde contre les bombardements aveugles à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken revient en Israël aujourd'hui pour une deuxième visite en une semaine avant une attaque terrestre israélienne à Gaza. Et hier, le président des États-Unis a mis en garde contre une réoccupation de Gaza. Ce serait une grave erreur, a prévenu sur la chaîne CBS Joe Biden. Il était l'invité de l'émission 60 minutes. I'm confident that there's going to be an ability for the innocents in Gaza to Joe Biden plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire depuis Gaza et même pour l'ouverture d'un poste aux frontières à Rafah, au sud de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, pour évacuer au moins les femmes et les enfants. Mais pour l'heure, indique le journal israélien Maariv, pas question de cesser le feu ou d'aide humanitaire qui pourrait entrer, contrairement à ce que l'agence Reuters avait affirmé un peu plus tôt ce matin. Selon le Wall Street Journal et le Guardian, l'Égypte hésite à ouvrir ce point de passage pour ne pas être indéfiniment responsable de centaines de milliers de réfugiés palestiniens, au risque de mettre en faillite son économie déjà en crise. Merci beaucoup Catherine Dutu pour cette revue de presse internationale. Et demain, nous serons donc dans les territoires palestiniens pour la suite de cette série consacrée à l'onde de choc après cette attaque du Hamas en Israël.